Tout d'abord, merci à vous, monsieur le recteur, monsieur le capitaine, monsieur Chotti et admirable Simon. Merci pour ce que vous êtes. J'ai toujours cru que la vie n'est pas faite d'années, mais de moments. À la fin, c'est le poids de ces moments qui compte. Et Simon, chaque fois que nous nous rencontrons, je me sens toujours plus proche de vous. Parce que vos choix sont les miens et vos souvenirs sont aussi les miens. On me demande de parler d'espérance, je le ferai, mais d'abord un souvenir. Mai 1944. Nous sommes à peu près, disons, 2 semaines avant le débarquement. L'Allemagne a presque perdu la guerre, sûrement perdu la guerre. Elle ne le savait pas encore. Et pourtant, nous, juifs en Hongrie, nous ne savions pas ce qui nous attendait. Tout d'un coup, Eichmann est arrivé quelques semaines plus tôt pour organiser donc la déportation de ce qui était alors la plus grande communauté juive du monde, 600 000 à 800 000 juifs en Hongrie. Et ça a commencé, c'est allé très très vite. Ukraine, ghetto, et ensuite, on ne savait pas. La déportation a commencé samedi soir, le dimanche plutôt. Nous avions une femme, une chrétienne, une vieille chrétienne. Enfin, certainement, mais en tout cas là, je ne sais pas, pour moi, très vieille, 40 ans sans doute. Et elle est venue donc nous voir dans le ghetto. Et c'était une femme, je pense, qui était l'honneur de la chrétienté. Pourtant, il était. Elle nous a apporté de la nourriture, clandestinement. Et lorsque la déportation a commencé, elle arrive dans le ghetto le soir, et elle vient donc chez nous, dans le ghetto, et elle parle à mon père. Et nous étions tous présents. Elle dit, monsieur Wiesel, j'ai une hutte à la montagne. Venez. N'allez pas à la gare. Ne prenez pas le train. Venez, nous avons une hutte, je vous la donne, je m'occuperai de vous. Mon père a dit, premièrement, dit-il, en tant que juif, nous croyons toujours à la communauté. Ce qui arrive à tout le monde doit arriver aussi. On ne peut pas faire des choses à part. Mais deuxièmement, on ne savait pas. L'armée rouge était pas loin. Peut-être 30 km, 40 km de chez nous. Le soir, nous entendions l'artillerie. Et pourtant, nous ne savions pas. C'est pourquoi, lorsque le dernier transport est arrivé, c'était le nôtre, on est allé dans les wagons scellés. 2 jours, je pense, le 3e jour, la nuit, en avant, le train s'arrête et quelqu'un regarde à travers le hublot et il dit, ça s'appelle, il y a une gare qui s'appelle Auschwitz. Et je vous jure, personne dans ce transport ne savait ce que cela signifiait. Si on avait su, on ne serait pas parti. Si on avait su, la moitié de la communauté, sinon toute la communauté, aurait trouvé aussi des chrétiens, de bons chrétiens, pour nous offrir un refuge, une protection, quelque part. Eh bien, Washington savait, Londres savait, le Vatican savait, la Suisse savait, les journaux le savaient. Les journaux en Amérique, moi j'ai vérifié, parlaient déjà ouvertement à partir de 1942. Les 1943, on parlait déjà d'Auschwitz. Et nous ne savions pas. Comment est-ce possible quand même? Et je vous le dis, et j'éprouve une peine énorme pour le dire, si des dirigeants alliés
avait fait un discours à la radio, juifs de Hongrie, n'allez pas à la gare, car il y a Auschwitz qui vous attend. Quelques centaines de milliers d'hommes et de femmes et d'enfants avaient le vaisseau. Eh bien, comment voulez-vous qu'on éprouve encore un sentiment d'espérance quand on sait cela? Vous, collégiens, je sais que vous êtes allés donc en pèlerinage là-bas. Au retour, que disiez-vous? Maintenant nous savons, maintenant nous comprenons, ne le dites pas. Moi qui vous parle, je pense avoir lu tous les ouvrages accessibles à moi par les langues, et je parle au moins 5 langues. J'ai lu tout. Jusqu'à aujourd'hui encore. Il n'y a pas un seul livre qui parle que je ne lis pas. Parce que chaque fois je me dis, maintenant, enfin, je comprends. Et plus je lis, moins je comprends. Quand vous dites, Simon, comment c'était possible quand même? Tout d'un coup, il y a donc un peuple, pas seulement le plus cultivé, le plus éduqué. Le jour le plus noir, je vous le dis ici, dans une enceinte universitaire, c'est mon univers. Je suis enseignant depuis 40 ans. C'est mon univers, je peux vous dire, donc pour moi c'est un temple sacré. Je vous le dis ici. Le jour le plus noir après la guerre, c'était quand j'avais découvert que le commandant, le Einsatzkommando, les unités de la mort, presque tous étaient diplômés. Ils avaient le diplôme universel des plus grandes universités allemandes, qui à l'époque étaient les meilleures. Certains avaient le doctorat en philosophie, en littérature, en théologie, en médecine. Quoi? Moi qui pensais que l'éducation nous offre une sorte de bouclier, des choses à ne pas faire, des limites à ne pas franchir. Eh bien, et vous voulez que je croie encore à l'éducation? On parle d'espérance, bizarrement, paradoxalement. En 1945, on arrive en France, à l'OCE, c'est une organisation extraordinaire, moi je lui dois beaucoup. Et paradoxalement, moi j'ai été très optimiste. Car je me disais, maintenant le monde aura appris. Certaines choses, le monde ne permettra plus. Jamais plus il n'y aura de guerre. On a vu à quoi la guerre mène. Que la guerre est toujours grotesque, est toujours inutile, est toujours obscène. La guerre, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas d'héroïsme dans la guerre. La guerre, c'est la souffrance. C'est les orphelins, les veuves, les innocents, c'est ça la guerre. Alors c'est fini, il n'y aura plus de guerre. J'étais convaincu à l'époque, c'est une espérance absurde à la Camus, pour dire, il n'y aura plus de haine. Car nous savons déjà que la haine est une maladie contagieuse. Elle n'est pas statique, c'est toujours en mouvement. Et alors, la haine engendre la haine. Alors comment? J'aurais juré sur ce qui m'est sacré que jamais plus les enfants ne mourront de faim, que jamais plus les communautés se haïront, se détesteront, se combattront, jamais. Si quelqu'un m'avait dit, moi, ce que j'ai dit dans mon discours, que vous avez si bien lu, jeune collégien, que moi, de mon vivant, je devrais encore combattre l'antisémitisme, jamais je l'aurais cru. Eh bien, nous sommes ici, l'antisémitisme est en train de fleurir, et ce que vous avez dit, M. Giotto, quand même, qu'un chef d'État, de grand État, de grand peuple, l'Iran, peuple ancien, ose dire plus d'une fois, premièrement, c'est le négationniste numéro 1 du monde, et deuxièmement, il dit qu'il veut une bombe atomique pour détruire l'État juif, donc, en fait, par implication, le peuple juif.
quoi qu'il ose le dire, et que le monde laisserait faire, laisserait dire, jamais je l'aurais cru. Moi, je dis ici ce que j'ai dit à Genève, lors de la conférence où il était là, que, à mon avis, il faudrait arrêter M. Ahmadinejad, l'emmener à la haie pour qu'il soit traduit devant un tribunal international inculpé d'incitation à un crime contre l'humanité.